Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ces mercredis de l'espoir estivaux. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Donc, au programme de ce mercredi, donc on revient, il n'y a pas eu de séance la semaine dernière, on revient sur un sujet qu'on avait commencé le 15 juillet, je crois, de mémoire. Donc dépasser les transgressions et la société de consommation. Nous avons vu précédemment dans les chroniques des barbaries du 17 juillet notamment, euh, et les mercredis de l'espoir, donc ça ne doit pas être ceux du 17 juillet, ça doit être un petit peu avant d'ailleurs. Hein. Il va y avoir une petite coquille ici, ça doit être ceux juste avant ceux les mercredis de l'espoir du 15 juillet, où nous avons vu en quoi les transgressions promues par dans la foulée de la société de consommation de mai 68 euh, mènent à la barbarie. Hein. Et nous avons vu aussi comment les dépasser. Parce que commencer de les dépasser, parce que c'est pas du tout évident en fait de sortir par le haut de cette société. Donc c'est la raison pour laquelle dans ces mercredis d'espoir, on parle de les dépasser, ces transgressions, et de dépasser la société de la consommation, parce qu'il y a des plis qui ont été pris depuis très longtemps. Donc voilà l'objet. Donc on va faire d'abord un petit rappel de ce qu'étaient ces transgressions et d'où elles venaient. Donc voilà, bonjour. Donc les transgressions mènent à la barbarie. Donc parce qu'en fait on a fait croire aux gens dans la foulée de mai 68 que consommer c'était s'émanciper, que transgresser c'était être libre, et que jouir c'était être révolutionnaire. Donc, mais ça, en fait, tout ça, ce sont des leurres. Ce n'est pas la réalité. On le mesure pleinement aujourd'hui. Au fond, c'était une stratégie du libéralisme libertaire pour dépasser par la gauche, en fait, la puissance à l'époque du communisme et du Parti communiste en France notamment, mais même à l'échelle internationale. Donc, je ne reviens pas là-dessus, je vous renvoie aux chroniques, à la chronique des barbaries qui va bien sur les transgressions qui mènent à la barbarie. Juste rappeler qu'en consomment, en fait, en étant un pur consommateur, on croit se libérer. Hein. Un pur consommateur, c'est quelqu'un qui consomme sans produire, du tout. Hein. Bah, c'est le fils par rapport au père qui est producteur, par exemple. Mais c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais en fait, on s'enferme, et on le voit bien aujourd'hui, en étant simplement un consommateur, on s'enferme dans des prisons avec, bon là, il y en a un certain nombre de cités, hein, l'obésité, la vie nocturne, ça donne un terrain favorable aux maladies chroniques, même des gens très jeunes. Enfin, dans mon entourage, je vois des gens très jeunes qui ont des maladies déjà, alors qu'ils ont une trentaine d'années, quoi. Ils ne devraient pas avoir les maladies qu'ils ont, mais tout ça parce que justement, ils ont eu une alimentation et qu'ils étaient simplement dans la consommation plutôt que dans le faire. Des heures passées à regarder des séries, de la perte de l'estime de soi, de l'égoïsme et de la vie solitaire. Donc voilà tout ce à quoi amène cette, ces transgressions. Donc on est loin de se libérer et d'être révolutionnaire dans cette perspective. Bon. Je vais essayer de regarder aussi un peu plus la caméra parce qu'on m'a dit que je ne la regardais pas suffisamment. J'ai le regard un peu errant. C'est vrai que j'ai un grand écran et que c'est parfois un peu distrayant. Donc veuillez m'en excuser. Donc, comment faire? Donc, on va passer en revue rapidement. Donc, les transgressions, comment les dépasser? Hein. Donc, on a il faut dévaloriser un certain nombre de choses comme le gaspillage, par exemple, or qu'actuellement, c'est un peu valorisé quelque part, puisque on dit, bah, j'ai les moyens. Hein. Euh, par les dépasser, comment? Par la société de la consommation. Donc, il y a une abondance de biens fustiges de mauvaise qualité. Hein. L'exemple typique que je prenais, c'était les chaussures.
la société du désir, du bling-bling, hein, bon, dont Sarkozy était un exemple typique, le tout sans être réactionnaire, parce que l'idée n'est pas du tout de revenir en arrière, parce que de toute façon c'est illusoire, et que ça n'existe pas. Enfin, l'idée est d'aller vers un nouvel espoir, vers l'avenir, et de pas de revenir en arrière, parce que le passé de toute façon ne reviendra pas. Donc c'est une illusion que de vouloir le retour en arrière. Ou c'est être un tyran, et du style de Franco ou de gens comme ça qui reviennent en arrière et figent leur pays dans un passé révolu. Donc, le problème, c'est que la société de consommation est très ancrée. Et donc ça, c'est une conséquence du matérialisme historique, hein, et bon, qui n'a pas que des inconvénients, puisque les gens se nourrissent maintenant. Il faut quand même mieux se nourrir que de mourir de faim. Et en plus, la culture des transgressions et la société nous a imprégnés, nous tous, et moi y compris. On a été imprégnés, baignés là-dedans depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc sortir de ça va pas être facile, et d'en sortir par le haut, ça va pas être facile. C'est l'exercice que je propose ici. Donc il faut un coup de génie du même ordre de grandeur que les Marcusiens à l'époque. Donc on est face quand même à un mur, puisque ce qui est proposé quelque part, c'est d'aller vers le travail, vers le sérieux. Donc là je passe vite, hein, parce qu'en fait c'est des choses qui ont été vues précédemment, hein, avant d'arriver à l'élément qui n'a pas encore été vu, hein. Donc on est quand même face à un mur, et ce mur il faut le contourner. Il faut ne pas essayer de taper de face comme ça. Déjà, les ennemis sont très puissants, et c'est un peu comme pour la Constitution, pour dépasser le clivage gauche-droite, eh bien là, il faut dépasser le clivage producteur-consommateur par l'humain, hein. C'est pas rentrer dans le conflit habituel, parce que sinon on n'y arrivera pas, on est face à un mur, parce qu'on va vous dire justement que vous êtes réactionnaire, et ça ne pourra pas marcher. Donc l'idée, c'est d'aller vers un concept, hein, que j'ai défini, et puis il y a qui est celui d'individu citoyen, donc qu'il faudra creuser, donc avec toutes les dimensions, justement, besoin du corps, besoin de l'âme. Simone Veil, hein, je vous rappelle. L'aspect consommation, l'aspect production, donc l'aspect travail, qui est également introduit par une perspective de la 6ème République dans le projet de Constitution. Donc l'individu citoyen, l'idée c'est d'être un nouveau concept, à la fois individu et citoyen, parce que nous sommes à la fois des individus et des citoyens. Bon. Alors, en fait, il faut arriver à atteindre un stade où il n'est plus agréable de transgresser, où l'épanouissement se réalise par l'acquisition justement de cette qualité d'individu citoyen. Ça veut dire être bien individuellement dans sa peau et collectivement dans la société. C'est-à-dire être un homme complet. Un homme bien dans toutes ses dimensions, donc avec toutes les dimensions là, les dimensions individuelles, collectives, dans ses convictions, dans sa spiritualité, dans la politique, dans sa nation, dans son travail, dans son corps et dans son âme. Tout est, voilà, et réussir à faire un amalgame de tout ça, de telle sorte que la transgression devienne, je ne veux pas dire dégoûtante, mais oui, c'est un peu cette idée-là quand même. Et que on n'ait plus envie, ça ne soit pas agréable justement de transgresser cet état meilleur, quoi. Alors, bon, je vais passer, ce n'est pas un homme nouveau, au sens qu'aurait pu le définir Nietzsche, hein, par exemple, ou dans laquelle se sont engouffrés les hitlériens et compagnie, hein, pas du tout. L'idée n'est pas du tout d'aller dans cette direction-là, évidemment, puisque les besoins du corps et de l'âme, tels que définis par Simone Veil, c'est pas un homme nouveau, c'est au contraire l'homme en tant que tel, en tant que ce qu'il est, de manière universelle et intemporelle. Donc il n'est pas question de créer un nouvel homme, pas du tout. C'est exactement le contraire, c'est de devenir à la racine la plus naturelle possible de ce que nous sommes dans notre environnement social. Donc voilà, c'est pas du tout un homme nouveau, hein. N'ayons pas peur de cet écueil qui aurait pu en être un, effectivement. Et c'est pas réactionnaire, bon, j'en ai déjà parlé. Et puis en termes de médiation, eh bien, on parle souvent de RIC,
par exemple, hein. Eh bien, le RIC, c'est quelque chose pour le citoyen. Référendum d'initiative citoyenne. Donc les citoyens se rassemblent, font pétition par exemple, et proposent une loi, un changement constitutionnel, une révocation, etc. Eh bien, si on a aussi cette notion d'individu citoyen, il faut un deuxième type de référendum, c'est ce que j'appelle le RII, référendum d'initiative individuelle, de telle sorte que même si un citoyen tout seul, il a une très bonne idée, il a une très bonne proposition à faire à la société, mais il est tout seul, il ne peut pas rassembler 1 million de signatures pour aller derrière lui, il n'a pas moyen de ça. Il y a une capacité également prévue dans la société de pouvoir aller vers un référendum également d'initiative individuelle, bon, avec des modalités différentes évidemment du RIC. Voilà un exemple de ce que ça veut dire, cette double face, individu-citoyen. Alors, là, en complément de ce qu'on a vu, bon, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, il y a une vidéo que m'a suggéré mon ami et proche d'un P6R, Guillaume Tanneux, qu'il a faite à la fin de l'année dernière, et qui évoque justement cette notion d'individu citoyen, bon, je dirais à sa manière avec ses mots, mais au fond, on s'aperçoit d'une convergence, d'une proximité dans ce qu'il lui appelle le post-libéralisme, mais on va retrouver cette double chose qu'est l'individu citoyen. Donc j'ai fait un petit montage en extrayant la partie la plus significative, je dirais, de ce concept, et vous la trouverez sur le site, sur la page Facebook, sur YouTube, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder, ça va vous donner un autre éclairage sur cette notion d'individu citoyen vers laquelle il faut essayer de tendre. Alors, nous en étions restés là, et donc pour dépasser les transgressions, plusieurs fronts sont nécessaires. J'en identifie 4. Le premier front, qui est un front idéologique, bon, vous avez bien compris que c'est un front que je travaille, c'est sans doute un de ceux où je suis le plus à l'aise, je dirais. J'essaye de le travailler, mais voilà, je suis pas, j'ai aussi des carences, je dirais. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas économiste, ni sociologue, donc c'est un front sur lequel il est important également qu'il y ait des relais avec des gens, des intellectuels, etc., qui se saisissent de ces sujets, qui prennent le relais. Par exemple, Michel Clouscar, dans son programme, c'est lui qui, notamment sur la notion de chambre, lui qu'il appelle chambre du travailleur collectif, moi que j'appelle chambre des forces productives, mais il a élaboré tout un programme à construire au-dessus de ce que lui, il a pu amener, hein. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à confronter, il y a plein de choses à creuser, il y a beaucoup de travail à faire en fait dans ces dimensions-là. J'invite évidemment les intellectuels à se saisir de ça parce que nous sommes à un tournant historique. Comme je dis, hein, soit on plonge dans la barbarie, et bon, certains disent on y est déjà, et c'est vrai que dans un certain sens on est déjà dans la barbarie évidemment. Mais une barbarie profonde, telle que les gens ont pu la vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'y est pas encore. Ou telle que les gens peuvent la vivre en Syrie ou des choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, ça s'arrange un peu en Syrie, heureusement. Mais encore, il y a l'embargo et compagnie, donc c'est pas si simple. Mais voilà. Ces barbaries-là, elles nous guettent, et croyez-moi, c'est pas la même chose quand même que ce qu'on vit aujourd'hui. Même si on est déjà dans la barbarie, parce que, bon, j'ai déjà dit, hein, le choc de 2008, les attentats terroristes de masse en France, le Covid, voilà, ce sont les 3 premiers chocs importants qui nous font progressivement basculer dans la barbarie et quelque part dans une fin de civilisation, hein, tel que le décrit Michel Onfray dans son ouvrage Décadence. Donc le front idéologique est un front à adresser. Nous allons y revenir. Deuxième front, le front que j'appelle cosmologique ou spirituel. C'est un front qui est peu usuel, mais nous allons voir pourquoi il est important et comment nous allons essayer de le traiter.
le front sentimental qui s'articule avec ce front, ce front spirituel, donc c'est une autre dimension de la bataille. Bien, ça, on en a déjà parlé et je ferai des rappels à ce sujet. Et puis, il y a le front politico-économique qui est le plus usuel, celui sur lequel on se bat en premier lieu. C'est celui qui est le plus... Alors, je ne peux pas dire qu'il y en ait un qui est plus important que les autres. Les 4 fronts sont vraiment importants et complémentaires les uns des autres. Et faire défaut d'un va faire que la réussite du projet ne peut pas être au rendez-vous. Toutefois, la dimension politico-économique, c'est celle-là qui entraîne et qui permet de mobiliser et d'entraîner les autres et de rendre concrète la perspective dans laquelle nous devons nous inscrire. Alors, le front idéologique, donc je vais venir de façon plus approfondie maintenant. Donc c'est le premier front sur lequel il faut travailler. Et donc l'idée, pour sortir des transgressions, c'est de réétablir la balance, de rééquilibrer la balance entre production et consommation, en donnant la primauté à la production. Parce que la production, elle est première. Vous ne pouvez pas consommer des choses que vous n'avez pas produites. Il faut d'abord qu'il y ait un travail qui soit exercé. On n'est plus à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Hein. Même à cette époque-là, il y avait quand même un travail de cueillette et un travail de chasse qui devait être fait. Hein. Je me permets juste de le faire remarquer à cette occasion. Mais la production est première par rapport à la consommation. Donc, or que dans la société de consommation d'aujourd'hui, on met la consommation en premier lieu. La publicité, on vous incite sans cesse à consommer, consommer, consommer. Chez les Américains, c'est même culturel. Ça a été inculqué, taraudé, de telle sorte qu'ils sont dans le crédit, etc. Et on leur dit, vous soyez un bon Américain, consommez. Vous voyez ? Non, la primauté dans les sociétés humaines, c'est la production. Et donc, rééquilibrer justement le faire et le rien faire, l'oisiveté. Donc, parce que le faire est constructeur de l'homme, parce que l'homme est un animal social et vit dans une société, et donc fabriquer, faire, mais même pas forcément produire des choses consommables, mais faire de la littérature ou faire de la poésie, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes et qui font que vous faites société. D'accord ? Être dans le faire. Écrire des chansons, faire de la musique, toutes les activités artistiques font aussi partie de ce faire. Hein. Ça ne se limite pas à la production de biens matériels et consommables, bien entendu. Parce que l'oisiveté, bah, on dit, hein, enfin, les proverbes sont importants, ils montrent une sédimentation de la conscience populaire et ils ont une part systématique de vérité importante parce qu'ils ont traversé les âges, justement. Donc s'ils ont traversé les âges, c'est qu'ils ont été validés génération après génération. L'oisiveté est délétère et on le voit bien aujourd'hui, puisqu'on pousse les gens à ne pas faire. Une autre, sur le front idéologique, une autre dimension qu'il faudrait mettre en avant, c'est vulgariser les analyses de Michel Clouscar, bon, qui est un des philosophes, vous savez bien, que je préconise vraiment. Le problème de Michel Clouscar, c'est qu'il n'est pas toujours très facile à lire, et donc on a besoin, alors c'est ce que j'essaye de faire, hein, bien évidemment, vous l'avez compris, de vulgariser les analyses de Michel Clouscar, de les rendre compréhensibles au plus grand nombre, pour que les gens les touchent. Hein. Bon, les gens qui réfléchissent, qui se posent ces questions, arrivent à retrouver les mêmes conclusions que Michel Clouscar arrive Michel Clouscar, mais lui, il a tout le système, il a toutes les clés, il a tout décodé, et donc, je vous rappelle, il a fait ça dans les années 70, voire dans les années 60, puisque sa thèse d'État, c'était dans les années 60, L'être et le code. Donc, il a vraiment analysé dans toutes les dimensions et de façon très approfondie. Hein. Donc, ça serait très intéressant s'il y avait des gens qui se mettaient à travailler. Il y a des gens, il y a Émeric, je ne me rappelle plus du nom, mais je dirais ça reste encore assez...
pas toujours très facile à suivre malgré tout, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail intellectuel qu'il y a à faire, qui est très important et qui est un moyen de dépasser justement cette société par la compréhension des mécanismes qui sont derrière. Bon, il n'y a pas que Michel Clouscal, hein, en l'occurrence, mais c'est l'auteur qui est le plus pertinent dans notre contexte. Il n'y a pas que lui, évidemment. Et puis, décrédibiliser les transgressions, en commençant par ne plus les promouvoir, les banaliser. Aujourd'hui, on vous banalise des transgressions. L'exemple, je ne sais pas, à l'Eurovision, l'autre fois, là, c'était un homme qui était avec une barbe, habillé en jupe, enfin, un truc... Qu'est-ce que c'est que ce pauvre homme? Bon, c'est ça, promouvoir, banaliser les transgressions, vous voyez? Donc, moi, il faut arrêter de promouvoir et de banaliser les transgressions. Ça détruit la société, ça mène à la barbarie. Ça fait qu'à terme, on ne fait plus société. Voilà un exemple, mais il y en a 1000, hein, vous l'avez bien compris. Et aussi, cesser de banaliser les transgressions qui s'attaquent aux produits de l'homme, c'est-à-dire à tout ce qui est le gaspillage. Tout ce qui est fait, eh bien, il faut et ce qui est gaspillé, il faut il faut vraiment comment dire, le discréditer, le décrédibiliser, le pointer, le moraliser comme mal, parce que en faisant ça, on détruit du travail humain. On détruit quelqu'un qui s'est cassé le cul, hein, pour parler crûment et pour parler explicitement. Il y a quelqu'un qui s'est cassé le cul à faire quelque chose, et vous, bah, vous le jetez directement. C'est-à-dire, vous ne respectez pas la personne et toutes les personnes qui ont fait que ce produit-là, il est arrivé jusqu'à vous. C'est immonde. C'est immonde. On l'a vu, hein, dans l'amour, dans les relations d'amour et de transgression, justement là-dessus, là, d'une mère, par exemple, qui fait une soupe pour son enfant, et l'enfant, à la limite, il la jette, vous voyez. Ça, c'est absolument... c'est immonde. C'est immonde. Quelqu'un a fait un effort avec amour, et on viole cet amour en jetant le produit de ce qui avait été fait pour la personne. C'est ignoble. Et il faut le dénoncer comme ignoble. S'appuyer aussi sur des tendances actuelles comme l'écologie, puisque les transgressions, c'est aussi bah, je fais ce que je veux, je pollue comme je veux, je jette mes affaires, les choses, les McDonald's et les bouteilles en plastique, etc., n'importe où. Le bien-être animal également, hein, au travers du bien-être animal, où est-ce que bah, les animaux, on s'en fout, on peut les écrabouiller, on peut faire tout ce qu'on veut, ça n'a strictement aucune importance. Je pense que ça, c'est aussi un moyen de dépasser les transgressions en s'appuyant sur quelque chose sur lesquels les gens sont plus sensibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Donc voici quelques leviers. Et puis, voilà, comme je disais, sur le front idéologique, approfondir le concept d'individu citoyen, travailler ce concept pour le développer. Tout ça, ça passe par une responsabilisation, une mobilisation des intellectuels. Donc ça, il va falloir voir effectivement comment le voir, et comment le faire, et comment des intellectuels doivent se mobiliser. Alors il y en a un certain nombre qui commencent à se mobiliser quand même, qui voient bien que la société dans laquelle on va, il faut absolument trouver des solutions. Eh bien, les intellectuels, je dirais, il faut que des gens comme Onfray, etc., ou Zemmour dans son genre, ou Michéa, se mettre dans une démarche positive de dire, bon, maintenant on a fait le constat, on sait que ça ne va pas, etc. Projetons-nous vers l'avenir, comment on pourrait faire pour en sortir? Et donc, ça passe aussi par un travail des intellectuels pour travailler sur ces chantiers-là. Dépasser, et notamment, une des dimensions importantes, c'est dépasser le matérialisme historique, donc ça va parler au marxisme, mais le matérialisme historique quantitatif, c'est-à-dire la quantité. C'est-à-dire que jusqu'ici, on poussait le moteur du matérialisme historique, c'était la quantité de choses à produire. Or, on voit qu'aujourd'hui, cette quantité, elle est... On utilise trop, et du coup, on utilise toutes les ressources de la planète. Il faut basculer d'un matérialisme historique quantitatif à un matérialisme historique
qualitatif. Et puis, travailler sur l'éthique, hein, en se disant, est-ce que ne rien faire de sa vie, est-ce que c'est encore une vie? Est-ce que la vie, ce n'est pas faire des choses, justement, par définition? Sinon, c'est même la qualité d'être humain qui est perdue, mais même quasiment d'être vivant tout court. Tous les êtres vivants font des choses, ils se développent. Alors, beaucoup sont juste dans la reproduction, hein, mais pas tous quand même. Mais si on ne fait plus rien, est-ce que c'est une vie? D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a une perte de l'estime de soi, je pense, chez les gens, des gens qui regardent que des séries ou des choses comme ça. Ils perdent l'estime de soi parce qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quand ils arrivent à 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc ça, c'est quelque chose aussi sur l'éthique qui est vraiment importante, je pense, à creuser. Alors, deuxième front, le front cosmologique, le front spirituel. Là, pour le coup, c'est assez différent, c'est assez inhabituel, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce un front qu'il faut adresser, puisque ce n'est pas un front habituel, les gens ne parlent pas de ça. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui me disait, bah, ça sur les ronds-points, les gilets jaunes, ils ne m'en parlent pas, etc. Pourtant, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que nous sommes pas à un moment politique ordinaire, nous sommes à un tournant de civilisation, à un tournant où soit on va vers l'effondrement, soit il faut refonder la civilisation, soit on va vers un nouvel espoir, vers une nouvelle civilisation qu'il faut refonder. Et refonder une civilisation, ça veut dire souvent, et je ne veux pas dire toujours, mais c'est toujours en réalité, ça passe toujours justement par une dimension cosmologique, par une dimension spirituelle. Cosmologique, pourquoi? C'est quelle est ma place en tant qu'homme au milieu de l'univers. Et pourquoi cela? Eh bien, s'il s'agit de refonder la civilisation, eh bien, donc, déjà, il faut constater que c'est un phénomène social généralisé. C'est-à-dire que la spiritualité, alors sous forme de religion ou pas, hein, il y a différentes formes de spiritualité, c'est un phénomène social, un phénomène civilisationnel généralisé dans le monde entier et dans l'histoire de l'humanité. Donc, il serait quand même bien étonnant que ce soit un hasard et que ça soit quelque chose qu'on puisse traiter par le revers de la main. Ça, c'est un fait fort, dur, durable, intemporel, qui fait que ne pas adresser cette dimension est une faute, tout simplement une faute, et hypothéquerait complètement le rebond civilisationnel dont nous avons besoin aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que cette cosmologie, en fait, elle s'adresse à nos sens, à nos émotions. Et ça a même été éprouvé scientifiquement, c'est que ça a un effet neuronal, c'est-à-dire qu'on a pu le mesurer par les techniques maintenant d'imagerie médicale, hein, et cérébrale des neurones, que ça active les actes religieux, hein, si on peut dire, ou les actes spirituels, activent le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait significatif, hein, qui touche profondément. Donc on s'adresse au sens, on s'adresse aux émotions, c'est-à-dire on s'adresse à tout le monde. Et ça me donne la transition pour la deuxième chose, c'est-à-dire, et du coup, c'est ce qui permet aussi la spiritualité, la cosmologie, une installation et une diffusion d'une culture. On parle de culture judéo-chrétienne, de civilisation judéo-chrétienne. On voit bien que ça s'ancre dans une... Alors, dans ce cas-là, c'est dans une religion, mais ça s'ancre dans une spiritualité. Et ça c'est une culture commune, que l'on soit un intellectuel ou pas, que l'on fasse partie de l'élite, entre guillemets, je déteste ce terme, ou qu'on fasse partie du peuple. C'est ce qui permet quelque part aussi de faire peuple. Il n'y a pas que la nation a sa dimension de spiritualité aussi d'ailleurs. Hein, ne l'oublions pas. Regardons la chanson par exemple qui est le générique, qui est le chant du départ. On sent bien la spiritualité dans ce chant.
Donc, et ça, c'est une dimension qui est ignorée dans le matérialisme, ignorée dans le libéralisme, dans l'économie de marché. Et donc, c'est un manque. Moi, j'ai rencontré plein de personnes, hein, et Guillaume Tanneux, par exemple, qui fait des vidéos, je vous invite à aller voir sa chaîne, par exemple. Il parle aussi, pourtant c'est quelqu'un de très rationnel, etc. Et voilà, il manque, et moi, dans mon entourage, il y a plein de gens qui sont pourtant des gens très rationnels, ingénieurs ou autres, pas des, voilà, hein, pas des gens un peu illuminés, je veux dire, euh, qui disent la dimension spirituelle manque, ça nous manque. Eh bien, je dirais que si on veut faire un tournant civilisationnel qui tourne le dos à ce matérialisme historique quantitatif et à ce pur matérialisme, eh bien, cette dimension doit être adressée. On en a déjà parlé, notamment, enfin, il y a un certain nombre de pistes. Donc ça, c'est évidemment, c'est à travailler, c'est à construire, puisque il y a quelque chose à construire là. Ben, la Constitution est à construire, ça aussi, c'est un chantier à construire avec des gens que ça intéresserait. Je vous invite. Là, j'ai mis la couverture de Science et Vie de ce mois-ci, fin d'août 2020. Donc, vous devez certainement pouvoir le trouver en kiosque. Alors, dedans, il y a quelque chose, les mathématiques ont la réponse. Bon, ça, c'est pas la partie la plus intéressante, hein. Vous pouvez la zapper parce que ça. Par contre, ils expliquent justement que c'est un phénomène social généralisé, qu'il y a des effets neuronaux prouvés avec activation du circuit de la récompense dans le cerveau euh, pour les gens qui font des actes religieux, hein, notamment les gens qui font du gospel et ces choses-là, et que ça permet aussi d'installer une culture et de poser une culture qui va se diffuser. Donc, je vous invite à lire ce Science et Vie. Science et Vie, c'est assez facile à lire, hein. Bon, il y a une partie, donc, comme je disais, bon, qui est un peu ésotérique et pas très intéressante, où on essaye de prouver Dieu par les mathématiques. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Mais il y a d'autres parties qui sont intéressantes dans ce numéro que je vous invite à consulter, à aller acheter en kiosque. Vous pouvez l'acheter en kiosque dès maintenant. Voilà, donc ça c'est le deuxième front, le front spirituel, le front cosmologique. J'y reviendrai, je pense, dans les mercredis de l'espoir de mercredi prochain, du 5 août, car je vais essayer de travailler là-dessus et de donner les grandes pistes, hein. Comme j'ai essayé de le faire sur le troisième front, le front sentimental, donc de la nécessité d'un nouveau mythe fondateur. Donc là, je vous renvoie au mercredi 10 juin. Là, on va avoir justement tout un tas de transgressions. On va voir justement tout un tas de transgressions qui sont fondatrices justement de la destruction de notre société, notamment au travers du film emblématique Emmanuel. Donc je vous invite à revoir cette émission des mercredis de l'espoir du 10 juin, où est-ce qu'on rentre dans les détails de la nécessité d'un nouveau mythe fondateur, et où on pose un certain nombre de pistes, hein. Pareil, c'est un peu comme ça s'articule aussi avec la partie spirituelle, je dirais. Là, on s'adresse aussi aux émotions, aux sentiments, pour essayer justement de dépasser le stade animal quand même, hein. Donc, on a besoin de mythes, ça donne un projet social, et donc ça s'est synthétisé dans ce que j'appelle la nouvelle alliance. Donc l'idée, c'est d'avoir un nouvel espoir qui ne peut exister pleinement sans un mythe à imiter dans les relations intimes. Là, on s'adresse aux relations intimes, mais entre individus. La spiritualité, elle est soit culturelle, très partagée, soit profondément intime, mais individuelle, je dirais. Là, on est dans la relation de couple, hein. Donc là, on est dans une dimension un petit peu différente, malgré tout. Donc, la nouvelle espoir ne peut exister pleinement sans un mythe à imiter duquel s'inspirer. C'est Tristan et Isolde, par exemple, hein. C'est l'exemple de Michel Couscard, que prend Michel Couscard, par exemple. Et bah, pareil, hein, on a besoin d'intellectuels, de romanciers, de poètes, d'auteurs, de cinéastes pour travailler là-dessus. Et les femmes, je pense, doivent se saisir de cela. Elles ont un grand rôle à jouer. Les femmes, c'est l'avenir de l'homme. Eh bien, là, je dirais, c'est le moyen, le moment de le concrétiser et de le montrer comme moteur central
de ce projet social, de ce projet de faire société, de créer de nouvelles relations amoureuses. Alors, bon, là je cite réconciliation de Vulcain et Narcisse, donc du producteur, réconciliation du producteur et du consommateur. Donc sortir de l'idéologie destructive. Donc l'idée c'est une nouvelle alliance, donc des nouvelles règles du jeu. Ça passe forcément par transgresser ce qui est interdit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vous pose tout un tas d'interdits. Vous voyez bien, ça fait même partie, je dirais, du chemin vers la barbarie en détruisant toutes les libertés que l'on peut avoir, enfin une grande partie des libertés que l'on peut avoir, et en vous vendant des libertés qui n'en sont pas, hein, qui sont anecdotiques et sans intérêt, voire qui sont destructrices, on l'a vu. Et donc, il va falloir transgresser un certain nombre d'interdits actuels. J'en ai fait un tout à l'heure en parlant de ce pauvre garçon qui a gagné l'Eurovision il y a 2-3 ans. Là. Voilà un exemple. Moi, je le critique ouvertement, ça. Parce que ça détruit tout. Ça détruit y compris ce pauvre homme. Et substituer l'amour à l'idéologie du désir. C'est-à-dire être dans le sentiment et sortir de l'émotion. C'est-à-dire que l'amour, c'est un sentiment. C'est important, c'est quelque chose qui est noble. L'émotion, bah, vous la ressentez, c'est quelque chose d'animal, c'est une pulsion, quelque part. Donc, voilà, l'idéologie du désir travaille que sur les émotions, on vous sollicite sans cesse. Dans vos émotions, il faut remonter dans notre qualité d'être humain pour éprouver des sentiments. Donc ça, c'est vraiment très important. Il ne s'agit évidemment pas d'un retour en arrière. Donc l'idée, c'est d'avoir un engagement par un bail d'amour. Donc un bail à une durée déterminée. C'est ce que j'appelle justement la nouvelle alliance, avec la fidélité comme ciment fondamental, et donc une réaffirmation périodique de l'amour. Alors c'est quelque chose, c'est une forme, alors c'est pas un mariage justement, c'est différent du mariage, c'est comme le plus proche, ça serait le CDD, je dirais, qui serait le plus proche de ça. Il faut savoir qu'historiquement, c'est une forme qui a existé dans les sociétés pré-islamiques. Il y avait ce type d'engagement entre un homme et une femme, et à la fin de l'engagement, sauf s'ils voulaient tous les deux renouveler cet engagement, eh bien, chacun partait de son côté, et toutes les questions de divorce et tout ça n'existaient pas, puisque c'était prévu dès le départ que si on n'allait pas jusqu'à la fin du bail, eh bien, si à la fin du bail on ne le renouvelait pas, eh bien, chacun partait, il y avait des législations. Et c'est des choses qui existent aujourd'hui encore dans les sociétés comme l'Iran et en Syrie aussi. Il y a cette survivance qui existe et qui est utilisée justement pour sortir des sociétés extrêmement oppressives qu'on peut rencontrer dans les relations amoureuses qu'on peut rencontrer dans ces sociétés. Donc c'est quelque chose de tout à fait faisable et qui existe. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'ésotérique et qui n'existe pas. Mais on sort du mariage et on sort du côté figé, du côté justement garanti, du côté à vie. Vous voyez, le mariage, c'est pour toute la vie. Donc du coup, vous avez besoin de juristes, parce que, sauf que la vie, maintenant, elle est ce qu'elle est. Et on dit un humour dure 13 ans, 3 ans ou 7 ans. On sait bien que s'engager pour la vie aujourd'hui, enfin, il y a très peu de couples qui arrivent à faire ça. Enfin, c'est un peu illusoire. C'était valable à une époque où les mœurs étaient assez différentes, où est-ce qu'on cachait le fait de se tromper, etc. Où on se mariait avec des gens d'âge très, très différents. Où c'était des mariages de raison, et les mariages de raison, tant que la raison elle est là, bah, ça fonctionne. C'était pas forcément des mariages d'amour. Mais un mariage d'amour qui dure toute une vie, c'est pas si fréquent. Donc là, l'idée, c'est justement de prévoir un mécanisme où on n'a pas ce genre de problème et où on revalide l'amour périodiquement. Ce qui oblige aussi, si on veut revalider cet amour, à une meilleure relation. Rien n'est plus, vous n'êtes plus dans la certitude. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans le fait de dire, par exemple, pour les femmes battues, je pense que ça résout une partie de ça, puisque
Si on ne fait rien, il y a séparation au bout de à la fin du bail. Et donc, si on se comporte mal durant le bail, eh bien, bah, la relation va s'arrêter, d'elle-même, sans qu'on ait rien à faire. Donc, vous voyez, c'est assez, ça a pas mal de vertus et ça, je pense, ça répond bien. C'est pas une solution du passé. Alors, c'est une solution qui a des occurrences dans le passé, mais c'est une solution, je pense, novatrice et qui peut s'inscrire justement et qui permet de concilier l'amour et la vie, tout simplement. Dernier front, le front politico-économique, hein, celui qui nous intéresse le plus, évidemment. Alors, réaffirmer déjà la première chose, c'est la nation comme lieu indépassable de la démocratie, parce qu'il est à la bonne échelle. Deuxième point important, c'est l'alliance des travailleurs productifs, l'alliance des classes qui sont dans le travail productif, c'est-à-dire les gens, donc on parle des salariés bien souvent, des ouvriers, des employés, des ingénieurs, cadres, etc., des gens qui vont être dans le travail. Alors, ça dépend dans quelle fonction ils ont dans le travail, mais le chercheur, par exemple, il produit de la recherche, ou le technicien, il produit aussi du fonctionnement de machines, etc., etc. Mais ça adresse aussi une partie de ce qu'on appelle la bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui peuvent occuper des postes de production dans des usines ou des patrons de PME ou des choses comme ça. Ce que j'appelle, voilà, la petite bourgeoisie productive ou des gens qui sont dans le commerce ou dans l'artisanat, par exemple. Donc, ils sont dans le travail productif, qui font un travail utile à la société. Les gens qui sont utiles à la société, ben on les a mesurés dans le Covid-19. Ceux qui étaient réellement utiles à la société, on a vu qui c'était. C'était les gens qui faisaient du travail bien souvent, alors pas uniquement évidemment matériel, mais en premier lieu déjà du travail matériel, parce que le travail matériel, ben, il est évidemment essentiel. Hein. Produire des oranges, eh bien si vous ne produisez pas d'oranges, ben, vous n'allez pas manger d'oranges ou boire du jus d'orange. Tout simplement. Donc le travail productif, il est essentiel. Et surtout quand le jus d'orange, il est pour un malade dans un hôpital. Et allier ces classes, donc une partie des classes, je dirais salariés habituels, mais également une partie des classes où les agriculteurs, par exemple, c'est des gens aussi qui sont dans la production. Et contre, je dirais, les classes des purs consommateurs, des classes parasitaires, hein, qui sont en périphérie et qui en fait profitent du travail, de la production de ces gens-là. On retrouve bien là la remise en avant de la production par rapport à la consommation et aux organismes parasitaires qui n'ont pas de véritable valeur ajoutée. Donc, ben, voilà, je détaille, salariés concourant à la production, travailleurs indépendants, petite bourgeoisie, commerçants, artisans et industriels. Paysans, agriculteurs, éleveurs, etc. Et puis, il y a un certain nombre voilà, d'acteurs périphériques de la production, mais qui sont nécessaires à la production. Par exemple, comme des agents de sécurité. Hein, c'est utile, les agents de sécurité. Parce que si vous ne sécurisez pas la production, eh ben, vous produisez, puis il y a un mec qui va venir, il va venir le voler, ou il va venir voler la machine qui permet de fabriquer les biens. Les banques locales, parce qu'ils ont une capacité à financer et à accompagner justement ces initiatives. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les chercheurs, par exemple, bah, pour améliorer les processus et découvrir de nouvelles choses. Donc, d'une part, donc ça c'est l'alliance, c'est le pour, et évidemment contre le néolibéralisme mondialisé. Hein, parce qu'il faut les arrêter, ces gens-là. Ils représentent moins de 1% de la population. Ceux qui profitent vraiment profondément alors il y en a quelques-uns qui sont autour, qui en profitent, sinon Macron ne ferait pas 21%. Hein, mais si vous prenez ces 20%, c'est des gens qui profitent un peu, et puis qui seraient peut-être aussi bien dans la société telle qu'on la propose aujourd'hui. Mais ceux qui en profitent réellement, profondément, ils sont moins de 1% de la population. Moins de 1%. Et à cause de ces gens-là, on est en train de tout pourrir, de pourrir la planète, de pourrir les vies, de pourrir les sociétés. Faut arrêter.
À un moment donné, il faut arrêter. Ils nous emmènent vers le chaos complet. Non, il faut arrêter ces gens-là. Voilà. Alors, il faut une reprise donc du contrôle démocratique sur la nation et sur la production. Donc il faut réintroduire la démocratie, vraiment qu'on ait une vraie démocratie qui se mette en place, mais également sur les moyens de production, parce qu'on voit bien que les moyens de la maîtrise démocratique, ça ne suffit pas. Donc la maîtrise démocratique, ça passe en premier lieu par quelque chose de lisible et compréhensible par tout le monde, le triptyque commune, département, nation, hein, c'est ce qui est proposé, instauration du RIC et du RI, hein, référendum d'initiative individuelle. Donc une chambre constitutionnelle qui contrôle, qui a en charge la justice, les médias, la comptabilité publique, donc que ça soit plus laissé à l'oligarchie et au gouvernement qui du coup peut faire toutes les manipulations qu'il veut, aussi bien comptable qu'au niveau judiciaire, hein, on le voit bien aujourd'hui, pour lutter notamment contre la corruption. Et donc également pour la production, une chambre des forces productives qui va représenter tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure pour remettre la production en premier lieu. Voilà. Donc en résumé, dépasser les transgressions, vous voyez, ça va se faire sur plusieurs fronts. Il faut le faire sur plusieurs fronts si on veut vraiment réussir à dépasser cette société parce qu'elle est très ancrée, hein, je le rappelle, elle est très ancrée et c'est très difficile. Et que ces transgressions nous mènent à la barbarie, maintenant à assez court terme, à assez brève échéance, et ça détruit les individus et la société. Je vous renvoie aussi vers les ouvrages de Polanyi. Si vous avez, moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de pouvoir le lire. Hein. Ça fait partie de, j'ai une pile de bouquins que je dois lire. Malheureusement, j'ai malheureusement pas le temps de tout faire. Et notamment Polanyi, ça fait partie des auteurs que je veux lire. Mais j'ai vu une vidéo qu'on m'a suggérée qui est très intéressante. Il décrit tout ça. Il décrit comment le libéralisme et le néolibéralisme mènent à la barbarie, mènent au fascisme. Hein. Parce qu'en fait, en définitive, ce qui nous pend au nez là, c'est qu'ils réinstaurent, s'ils arrivent dans une impasse, qu'ils n'arrivent pas à imposer leur Union européenne. Alors, je ne sais pas si j'en parle à la fin. Là. On va voir. J'anticipe peut-être un petit peu trop sur le déroulé. Donc, en résumé, atteindre un stade où il n'y est plus agréable de transgresser, donc le stade d'individu citoyen, où il y a à la fois bien individuellement et dans le collectif. Dépasser le marché du désir, qui sont au fond qu'une expression des émotions animales. Adhérer à des valeurs plus profondes, aux sentiments humains, tant individuels que collectifs. Les quatre fronts, donc idéologiques, les intellectuels, cosmologiques, spirituels, donc des gens, peut-être des théologiens ou des gens qui sont sensibles à ces questions. Sentimentales, là c'est vraiment la culture, les auteurs de livres, de films et de chansons, etc. Et politico-économique. Parce que dans cette barbarie, donc là je ne l'ai pas mis en résumé, ce qui risque de se passer, c'est que, hein, c'est bien néofascisme et idéologie du désir, hein, c'est le livre de Kluskar, ça nous mène au fascisme. Parce que s'ils voient que ce qu'ils cherchent à imposer avec leur Europe actuellement, qu'ils n'arrivent pas à le faire, parce que ça bloque, et donc ils vont se retrouver dans une impasse, comme ils ont été dans une impasse entre les deux guerres, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et la solution pour dépasser le blocage dans lequel a été arrivée la société, c'est qu'ils ont choisi, opté pour aller vers le fascisme. Eh bien, le risque aujourd'hui, c'est de faire imposer une Europe nivelée et de détruire en définitive les peuples et les nations, et de soumettre les peuples et les nations, et même de faire détruire les nations, qui est le seul lieu de la démocratie, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est pas le seul lieu de la démocratie, mais c'est le lieu où il peut s'exprimer le plus pleinement. Hein. C'est le bon échelon, ni trop gros, ni trop petit. Et donc,
voilà le projet. Le risque de projet, c'est d'avoir une société autoritaire. Hein, c'était un peu ce que Hitler voulait faire, en l'occurrence. Hein. C'était quoi le projet d'Hitler? On le fait passer toujours pour un fou. C'était pas du tout qu'un fou, hein, Hitler. Hein. C'était quelqu'un qui voulait unifier l'Europe derrière l'Allemagne pour justement faire un gros continent européen unifié qui puisse tenir tête à l'époque déjà aux États-Unis qui étaient montants. C'était ça le projet d'Hitler. Ça, on vous le dit jamais, mais c'était ce qu'il voulait faire. Ça vous rappelle rien? Donc, ce qui nous pend au nez, s'ils voient qu'ils sont dans une situation de blocage demain, c'est justement bien de détruire les peuples. C'est déjà ce qu'ils essayent de faire par ces transgressions, justement, hein, de détruire les peuples, de miner les peuples, de les saper par la base, pour justement imposer leur société néolibérale sur un glacis européen. Eh bien, il ne faut pas les laisser faire, et il faut proposer quelque chose de bien plus grand et de bien plus enraciné dans notre histoire pour construire notre avenir. Voilà en résumé pourquoi c'est si important de dépasser les transgressions et pourquoi il faut travailler sur ces 4 fronts. Pour aller au-delà, eh bien, je vous rappelle le contrat social, parce que bon, la notion d'individu citoyen, elle est importante, mais c'est un concept qui est à approfondir, puisque dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, il parle aussi un peu de cette partie, de cette double facette, individu et citoyen. Donc il faut creuser ce qui distingue et ce qui ne distingue pas l'individu citoyen tel que posé là de celui défini par Jean-Jacques Rousseau et donc dans son contrat social. Donc voilà pourquoi nous avons besoin vraiment des intellectuels, parce qu'il y a beaucoup de travail et il faut évidemment avoir étudié ces choses en profondeur. Donc ça ne se fera pas tout seul, il faut vraiment se mobiliser et que tous se mobilisent pour arriver à aller dans cette direction. Si on ne va pas dans cette direction, on échouera parce qu'on ne créera pas l'élan, on ne créera pas le mouvement populaire et de fond qui fait que le raz-de-marée sera si fort qu'ils ne pourront pas résister, que c'est 1%, parce qu'ils ont beau être moins de 1%, ils sont très puissants. Ils ont des relais internes, ils ont la puissance de l'argent, la puissance financière, les puissances militaires externes, ils ont énormément de puissance. Il faut créer un élan de fond, une lame de fond qui soit en France, mais qui dépasse, qui permette de rayonner au-delà de la France, si on veut avoir une chance de gagner durablement. Oh, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas gagner si on développe qu'un aspect politique, par exemple, peut-être on va pouvoir gagner, mais on va gagner combien de temps? Et on va gagner comment? Est-ce qu'on va vraiment réussir à retourner la situation durablement pour vraiment ouvrir un espoir durable? Je n'y crois pas. Il faut vraiment une vague de fond. Voilà. La semaine prochaine, bon, je pense, hein, comme je dis, là, il y a 3 propositions, mais je pense qu'on va parler spiritualité. Je vais essayer de travailler là-dessus. Si j'ai pas le temps, je parlerai au gouvernement de travailler suffisamment sur ce sujet. Le mot de la fin, eh bien, à mercredi prochain, reprenons espoir. Je vous invite à vous inscrire et à participer. Rien ne sera possible si les citoyens volontaires ne se mettent pas en marche. Il faut réellement que les citoyens se mettent en marche, adhèrent, apportent leur contribution, leur modification à tout ce qui est proposé là. Hein. Mais c'est très important de se mobiliser. Rien ne sera possible et sinon on tombera dans une barbarie ou dans une autre. Là, j'ai cité une autre modalité de la barbarie, mais voilà. Donc, si vous voulez vous préserver un avenir pour vous et pour vos enfants, eh bien, il y a un chemin possible. J'en propose un. Je pense que c'est un chemin à la hauteur, réellement. Très ambitieux, certes, ambitieux, mais si on ne vise pas la Lune, on n'atteint rien. Vendredi prochain, Chronique des Barbaries. Donc, je vous invite, donc vendredi 18h30, Chronique des Barbaries. Bon, je connais pas encore, je sais pas encore de quoi on va parler. Voilà. Donc rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, inscrivez-vous dans le groupe. Voilà, c'est important. Hein. C'est pour nous.
nous tous et nos enfants. Donc je vous souhaite une... alors là par contre, là il est évident que je regarde ailleurs, puisque je cherche à mettre la fin. Voilà, c'est la scène de fin. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, et puis je vous dis à vendredi et à la semaine prochaine. Au revoir.